Donc j'ai ce lien avec le peuple juif d'accès à la modernité, en fin de compte. J'ai accédé à cela par leur biais, des gens vrais qui existaient, quoi. Et puis, en grandissant, en me penchant quand même sur le texte, en me frottant au texte, j'ai trouvé un parallèle. Texte du Coran. J'ai trouvé qu'il y avait très facilement un parallèle à faire entre la figure du juif et la figure de la femme. Le juif, en terre d'islam, en tout cas, devait payer une taxe pour y vivre, et la femme payait de son corps. Quand on est né musulman, on n'a pas le droit de s'en sortir. Il faut que tout le monde se convertisse et rentre là-dedans. En revanche, si on sort, comme moi je fais, donc on est frappé d'apostasie, et donc mon sang devient très licite. Et nous avons le plaisir d'accueillir tout de suite Sonia Zadig. Elle est psychologue, psychanalyste, psychologue clinicienne, psychanalyste. Elle est linguiste et elle est aussi, bien sûr, écrivain ou écrivaine, c'est selon. Enfin, pour elle, ça lui irait mieux écrivaine, puisque les femmes, ça la connaît. On est ravis de l'accueillir. Sonia, bonjour. Bonjour. Vraiment, merci d'avoir choisi notre plateau pour parler de votre livre « À corps perdu » que vous venez d'écrire. Mais votre passage en Israël va nous permettre d'aborder plein d'autres sujets. C'est comme un cri, ce livre. C'est un cri, en effet. C'est très bien dit, oui. C'est un cri d'alerte, avant tout. Il va falloir qu'on se réveille maintenant, quoi. Voilà. Alors, vous avez grandi en Tunisie, dans une famille bourgeoise, une famille, on va dire, musulmane. Oui. Traditionnelle, on va dire. Oui, alors le discours religieux n'était pas au premier plan, mais c'est vraiment tout l'intérêt du livre, c'est de dire, même dans des familles qui se disent éclairées, ouvertes sur l'Occident, ouvertes sur les Lumières, eh bien voilà ce qui m'arrive, en fait, que ce n'est pas l'apanage uniquement des religieux, et que l'islam, au-delà du texte lui-même, est une culture, est une façon de vivre, et les femmes sont les premières, malheureusement, victimes de cette culture-là. Voilà, vous parlez beaucoup de l'inégalité entre les hommes et les femmes dans le Coran. Que j'ai jamais supporté. On peut le dire, même dans le livre, vous racontez qu'à 8 ans, c'est la révolte totale. On vous interdit d'être danseuse. On m'interdit ça, ouais. Voilà, on vous casse vos rêves. Et tout. Là, c'est le démarrage de votre révolte intérieure et extérieure, on peut dire. Extérieure aussi. Oui, effectivement. Ça a déclenché quelque chose. Je crois que, comme je suis psychanalyste, que j'ai fait un long travail, je pense que dans mon roman familial, cet incident, ou cet accident plutôt, de m'interdire d'exprimer quelque chose par le corps, a constitué la première cassure, en tout cas, chez moi. Je voulais vraiment danser. Danser, c'est exprimer quelque chose, c'est se distancer de ce qu'on voulait faire de ce corps, et on me l'a interdit. Et bon. C'est ça qui est très touchant dans votre livre, parce qu'il y a une ambivalence entre ce que vous vivez, ce que vous ressentez, et vous êtes tiraillé, vous l'écrivez très bien d'ailleurs, vous le décrivez très bien, entre cet amour que vous avez pour toutes les femmes qui vous entourent. Exactement. Et puis ce besoin de liberté, quoi. Tout à fait, oui. De vous sauver de tout ça. Oui, alors effectivement, il y a quelqu'un qui m'avait dit cela. J'ai grandi, je reste toujours aussi dans quelque chose de l'ordre du paradoxe. C'est-à-dire que l'amour, je l'explique, est toujours... il y avait de la haine. On pouvait vous insulter tout de suite après, vous caresser la tête en vous disant « ma chérie », etc. Les femmes se disaient, en effet... justement dressée pour un mari et pour devenir simplement mère. Donc c'était pas votre programme. Et ce n'était pas mon programme, mais j'aimais ces femmes-là, j'aimais leur proximité, je me sentais en sécurité, mais à l'époque, peut-être que ça a changé maintenant, je crois que c'est pire maintenant, il y avait un espèce de portage sociétal, un portage de femmes, il y avait une sororité, j'avais l'impression de faire corps, et tout le livre est ça, et tout mon combat est là-dessus, c'est comment, en sortant de cette culture-là qui fait corps,
comment se faire un corps soi-même, hein. Et même si j'ai quitté mon pays assez tôt, que j'étais complètement libre en Occident, ben, j'arrivais pas, quoi. J'avais laissé mon corps là-bas. Ouais, c'est très touchant. D'ailleurs, vous écrivez, les femmes de ces pays-là ne peuvent pas s'en sortir autrement qu'en s'unissant confusément, comme s'il fallait une solidarité féminine pour oui. pouvoir ouais. survivre. Exactement. Sauf que en se solidarisant comme ça, elle pourrait faire sortir cette culture du Moyen Âge. Désolée de le dire, c'est un peu voilà. Je les connais de l'intérieur, je connais leurs forces. Sauf que elles sont utilisé un peu comme la courroie de transmission de ce qui les opprime. Et ça, j'ai jamais compris, en fait. Depuis toute petite, je me disais, mais on est forte, pourquoi est-ce qu'on est soumise? Pourquoi? Voilà. Alors évidemment, votre livre fait écho à ce qui s'est passé en Iran avec cette jeune femme, cette jeune étudiante qui est morte tabassée par la police des mœurs. Exactement. Voilà, et la révolte qui en a suivi et ces foulards brûlés comme un cri ultime de liberté. Exactement. C'est absolument génial ce qui se passe ici et là, en Iran et dans bien d'autres pays, sauf que peut-être c'est très censuré, on laisse peut-être pas les journalistes entrer, mais il y a énormément dans le monde arabo-musulman, il y a beaucoup de femmes qui tentent un dévoilement. Par rapport à Amina, j'avais écrit un article là-dessus en disant j'espère que c'est une révolution et non pas simplement une révolte. Voilà, il faut que les femmes se lèvent, arrachent ce voile et se dévoilent en tant que sujet à part entière et non pas des mineurs sous la protection d'un père, d'un mari, d'un frère, même d'un fils, et juste existent par elles-mêmes. Alors, est-ce que c'est un hasard que vous soyez en Israël pour faire la promo de ce livre, ou est-ce que c'est un souhait vraiment pour vous? Est-ce que vous y êtes attaché? J'aime penser que j'étais peut-être là au moment où vous avez reçu la Torah dans le Sinaï. Ça, c'est quelque chose d'imaginaire que j'aime penser. J'ai un amour qui reste très profond pour le peuple juif. Pourquoi ? Parce que quand j'étais petite, j'avais eu la chance, justement, il y avait une communauté juive qui existait encore à l'époque, et j'ai des figures comme ça, que je peux appeler des figures de résilience, où j'allais me cacher sous les jupons de Simone, en lui disant j'en peux plus de ce père, j'en peux plus de cet ogre, hein, je l'appelais comme ça, et elle me disait lis, accède à la connaissance. Et elle m'emmenait à la bibliothèque municipale à côté. Et ça, j'oublierai pas. Donc j'ai ce lien avec le peuple juif d'accès à la modernité. En fin de compte, j'ai accédé à cela par leur biais, des gens vrais qui existaient, quoi. Et puis, en grandissant, en me penchant quand même sur le texte, en me frottant au texte, j'ai trouvé un parallèle. Texte du Coran. Pour comprendre un petit peu qu'est-ce qu'il en est, en tout cas de la femme. J'ai trouvé qu'il y avait très facilement un parallèle à faire entre la figure du juif et la figure de la femme. Le juif, en terre d'islam, en tout cas, devait payer une taxe pour y vivre, et la femme payait de son corps pour être cette courroie de transmission, pour être la mère et rien d'autre. Et je trouvais que c'était hyper intéressant pour moi de travailler justement pour œuvrer pour la paix, que les femmes d'origine musulmane puissent travailler avec le peuple juif pour peut-être allier quelque chose de notre travail ensemble pour s'en sortir. Ouais, c'est-à-dire que les citoyens de seconde zone, en somme, entre guillemets, devaient s'unir. Je trouve, ouais. C'était ça qui vous a, ça vous a attiré vers le peuple juif. Ça m'anime beaucoup et j'ai trouvé quand même que beaucoup plus facilement qu'en France, j'ai trouvé une oreille ici, j'ai trouvé des tribunes ici. Voilà, donc quand même, c'est pas rien. C'est moi. Plus facile de parler. C'est comme si vous mettez de la distance avec votre propos. En France ? Ouais. Je suis censurée en France quand même. Ouais, c'est compliqué. Bien sûr. Non, faut pas soulever le voile justement. Parce que moi, j'essaie on peut pas tout dire donc. On peut pas tout dire, non. C'est dangereux. C'est dangereux, et puis il faut pas aller chercher. Il faut pas chercher ça. Faut pas chercher des problèmes. Hein. Alors que. Excuse-moi, c'est quand même un roman, votre livre. Oui. Alors, un roman qui dit plein de choses vraies.
Mais c'est toujours comme ça. Hein. Pourquoi je l'ai intitulé roman? Parce qu'à partir du moment où on écrit, à partir du moment où il y a du style, à partir du moment où il y a de l'écriture, il y a de la fiction, forcément. Ouais. Mais il y a beaucoup de vrai. Mais c'est assez intéressant ce que vous dites, parce que dans votre livre, vous parlez évidemment des Juifs, on insulte, c'est dans le langage courant. Bien sûr. Et à un moment, vous dites, moi aussi, je serais juive. Oui. Moi aussi, c'est intéressant que vous soulevez ça. Mais peut-être dans la tête de la petite fille que j'étais, je ne comprenais pas du tout ce que ça voulait dire. Qu'est-ce que ça veut dire juif? Qu'est-ce que ça veut dire noir? Parce que c'est quand même une culture assez raciste, hein, assez antisémite, assez homophobe, assez voilà. Et moi, j'avais ma petite copine avec qui je jouais, qui s'appelait Loucha, et qui était une petite noire, et on me disait souvent, attention, tu joues avec des noirs. Et là, je comprenais pas en fait la différence avec l'autre. Et le juif a été nommé par d'autres en tant que juif, mais moi je voyais pas ça. Et quand je disais, mais moi aussi je serais juive en fait, puisque j'avais compris d'une manière que je comprends plus intellectuellement aujourd'hui, qu'on était un peu dans le même bateau finalement. Ouais, parce qu'on était ensemble. Hein. C'est ça. Absolument. C'est assez touchant aussi, parce que vous parlez vraiment, vous regardez les femmes toutes jeunes en fait. Toutes jeunes, Toutes jeunes, vous regardez les femmes et leur sort, et vous les voyez parfois se faire battre. Oui. Et ça vous bouleverse, et vous vous révoltez intérieurement contre ça, et on comprend pourquoi ce parcours aujourd'hui que vous avez, franchement, qui force l'admiration, parce que ça n'a pas dû être facile. Vraiment, j'imagine. Et quand vous dites, vous parlez aussi beaucoup du corps, est-ce que vous avez réussi à vous réconcilier avec ce corps ou pas? J'ai écrit un premier livre qui s'appelle Soumis, c'est un petit livre où voilà, vous tournez autour du sujet depuis longtemps. Je tourne autour du sujet. J'ai écrit Accord perdu, qui est quand même polysémique, c'est-à-dire accord perdu. J'ai perdu mon corps. J'explique comment j'ai perdu mon corps, mais éperdument aussi. J'aime Accord perdu. Accord perdu, c'est aimer passionnément. Bien sûr. Et celui que je suis en train d'écrire, qui s'appelle Corps retrouvé. Donc, ce sera la troisième. Ce sera la réponse à votre question. Oui. Alors, il m'a fallu beaucoup de temps. Énormément de temps. Un demi-siècle. Mais je l'ai retrouvé. Oui. Vous allez en Tunisie encore aujourd'hui? Non. Vous n'allez pas? Non. C'est très compliqué la Tunisie aujourd'hui. La Tunisie aujourd'hui est très complexe. Alors, en 2011, quand il y a eu la révolution du jasmin, c'était un tel bonheur pour nous tous, on y croyait quoi. Ce petit peuple quand même tourné vers ce petit peuple méditerranéen tourné vers l'Occident, Bourguiba quand même qui a dévoilé la femme, qui a fait beaucoup de choses. Moi je lui rends toujours hommage. Et puis il y a eu donc l'ère Ben Ali. Moi j'étais déjà partie, je vivais plus en Tunisie. Il y a eu cette révolution, c'était la révolte du jasmin en plus. Parce que moi, ce qui me reste de la Tunisie, c'est quelque chose de très sensoriel. D'ailleurs, ça se voit dans votre livre. Ouais. On voit les images, on sent les odeurs. Franchement, quoi. Voilà. C'est très bien décrit. Et aujourd'hui, ce n'est plus possible. La révolte du jasmin a accouché de quelque chose d'assez nauséabond. Avec à leur tête un islamiste, clairement. Donc moi, je ne sais pas si j'ai ma place là-bas. Non, j'ai plus ma place. Je souffre d'un double exil, en fait. D'abord l'exil, hein, on peut en parler, et le bannissement. Un bannissement qui ne dit pas son nom, mais je suis bannie quand même. Hein. Je suis pas... Surtout si je suis en Israël et que je parle... Alors là, ça ne va pas du tout, là. Alors là, en plus, le président actuel a fait... toutes ces promesses d'élection sur la dénonciation d'une normalisation avec Israël. Donc on peut pas s'entendre, hein, du coup. Pour vous, c'est pas quelque chose de compréhensible? C'est impossible à comprendre pour moi. Comme je ne comprends pas le voile, je ne comprends pas l'antisémitisme, je peux pas. Ça me dépasse en fait. J'essaye. Ça marche pas? Non, je comprends pas. Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent de ce livre que vous venez d'écrire? Qu'est-ce que vous voulez passer comme... Bon, on comprend le message, bien sûr, mais au-delà de ça. Au-delà de ça, l'idée vraiment, vraiment importante, c'est que malgré tout, malgré l'affranchissement, malgré ma rébellion, malgré la mienne en tout cas, où on ne m'avait pas imposé à proprement parler la religion, l'orthodoxie de la religion. Et puis vous avez échappé au mariage forcé quand même. Et j'ai échappé à ce mariage parce qu'il me disait à un moment, si t'es pas contente, tu te maries avec ton cousin. Et du coup, et pourtant, quelque chose s'est inscrit durablement dans mon corps.
ma lutte, c'est celle-là, c'est de dire attention, c'est pas une question de religion, c'est une question beaucoup plus importante. C'est un bruit, c'est une culture, c'est une musique, c'est une assignation d'être uniquement ça. Parce que quand on est né dans ce pays, quand on est né musulman, on n'a pas le droit de s'en sortir. Il faut que tout le monde se convertisse et rentre là-dedans. En revanche, si on sort, comme moi je fais, donc on est frappé d'apostasie, et donc mon sang devient très licite. Vous pensez que la France a de bonnes réactions par rapport à la montée de l'islamisme ? Je crois qu'ils ne se rendent pas compte du danger. Je crois qu'on est encore en France, malgré les voix qui s'élèvent et qui disent les choses, il y a quand même un très grand déni de ce qui se passe. Ça vous fait peur ? Je suis très, malheureusement, pessimiste. Ouais. Ça me fait peur. Ouais. Il y a un discours un peu de la bien-pensance, de l'islamo-gauchisme aujourd'hui qui ne voit pas les choses en face. Hein. Bien sûr que ça fait peur. Et bien sûr que la France ne voit pas, au nom d'une bien-pensance, au nom d'un accommodement raisonnable, on est tout à fait déraisonnable. On tue aujourd'hui quand même quiconque ose parler de l'islam. On n'a pas le droit. Il y a une interdiction de la pensée. Ça, c'est grave. Enfin, je veux dire, la liberté, comme disait Hannah Arendt, ne peut pas être sans pensée. Or, il y a un interdit sur la pensée. Un interdit sur aucune critique. C'est-à-dire que c'est la vérité vraie, c'est révélé, on n'en parle pas, on ne touche pas. Celui qui touche, on peut le tuer. Et on peut le tuer. Et en plus, non seulement on peut le tuer, mais c'est un djihad que de le tuer. C'est-à-dire qu'à travers nous, je me mets dedans, le paradis les attend. Puisque c'est un bon acte de tuer des gens comme ceux qui osent dire... Problématique qu'on connaît bien aussi en Israël. Bien sûr. Ça vous touche aussi, ça, qu'on soit sous ce joug-là ? Ça me touche énormément. Vous me parliez de pourquoi je viens très souvent en Israël. J'ai des amis... C'est presque ma famille, c'est ma famille, mes amis israéliens. Il y a une pulsion de vie ici. C'est ça qui vous plaît ? Ah oui, un petit pays entouré quand même, enfin c'est hyper compliqué ce qui se passe ici, c'est un pays en guerre, hein, et pourtant ça vit quoi. Et ça, je trouve ça merveilleux. Ça vous épate. Merveilleux. C'est merveilleux. Et je viens quand ma pulsion baisse un tout petit peu en France, et je viens ici pour humer. Recharger les batteries. Ouais. Vous aimeriez aller plus loin que votre livre ici, qu'il soit traduit en hébreu, pourquoi pas ? J'aimerais beaucoup, ouais. Vous y travaillez ? Je vois, j'ai des contacts ici et là, mais oui, j'aimerais bien. J'aimerais beaucoup. J'aimerais que... C'est ce que je vous disais, cette convergence des luttes. Hein. J'aimerais qu'on travaille ensemble, je crois que je peux apporter quelque chose. Je crois que j'ai quelque chose à dire de l'intérieur d'une vérité, j'aime pas dire ce mot, mais qui dépasse largement les dichotomies religieuses, la guerre entre les Juifs et les Arabes. Il y a quelque chose de plus profond, quelque chose de plus ancien. Et voilà, moi peut-être que je suis là pour en témoigner. À la preuve, dans votre parcours personnel, ça vous a construit aussi. C'est ça qui est fou. Oui, j'ai mis un temps fou, hein, Cathy, mais j'ai retrouvé un corps qui m'appartient. Pourquoi je dis ça ? Parce que il n'y a pas de notion de sujet dans l'islam. On est un corps qui appartient à tout le monde. Hein. J'explique un peu comment les enfants peuvent être traités, battus, esclavagés. Va me chercher. Mais ça continue encore. Je me rappelle une copine qui me disait ma mère, juste avant que j'aille à l'école, elle me demandait d'aller 5 fois au marché lui chercher des tomates. Et j'arrivais en retard à l'école. Enfin, il faut faire ça. Et du coup, voilà. Et moi, ça m'a imprégné, ça. Vous me disiez, pourquoi le corps ? Parce que je me disais, mais il y a personne qui me demande quoi que ce soit. Je suis en France. Non, corporellement, j'arrivais pas à être auteur, justement, de ma vie. Vous n'avez pas repris la danse en France ? Non. Là, lui, pas encore. Mais je crois quand même qu'il reste des traces. Bon.
Mais je pense à reprendre la danse, pourquoi pas. J'espère que c'est pas trop tard. Ben non, si vous avez un troisième, on va dire un troisième volet à votre histoire, vous allez retrouver votre corps, parce que c'est le titre du prochain livre. Exactement. Peut-être que vous retrouverez la danse. En tout cas, je vous le souhaite, parce que oui, ça avait l'air de vous tenir j'y à travaille, cœur. mais ça m'a tellement tétanisée, ça m'a tellement... ça a fait coupure. Hein. Je me suis divisée ce jour-là, je crois. Ouais, vous avez pris une grande gifle de votre père. Ouais, qui m'a clouée, qui a fait introduire, je le dis, la soumission. En fait, je m'étais complètement soumise tout en étant rebelle, tout en étant... mais il y a quelque chose, en tout cas, c'est pour ça que je parle un peu de ma vie. Alors on me le reproche, on me dit mais c'est autobiographique, mais l'idée c'est pas du tout de parler de moi, mais de m'utiliser ou d'utiliser mon histoire comme un objet de recherche pour témoigner aussi de quelque chose où malgré tout le discours islamiste rentre dans le corps, et pour le faire sortir, c'est un travail de très longue haleine. On va finir comme ça. En tout cas, vraiment, j'espère que vous aurez envie de lire ce livre. Il était d'abord extrêmement bien écrit, passionnant, puis on rentre dans un univers qu'on ne connaît pas toujours. On est vraiment à l'intérieur d'une famille musulmane en Tunisie, et puis surtout de tout son parcours, de tout ce qu'elle traverse. C'était... un très joli livre que j'ai beaucoup aimé. Merci. J'espère que vous serez nombreux à le lire. Merci beaucoup Sonia d'être venue jusqu'à nous, et puis à très bientôt. À très bientôt, Cathy.